Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Dale Henley, fondatrice de Webar et animatrice de l'émission On découvre, on bouge au fil de l'eau, nous rejoint en studio pour parler de l'importance de bouger pour nos aînés. Vicky Gauthier, superviseur en chef du personnel enseignant chez Technique Rive-Sud, revient sur la semaine de la bonne conduite et la gestion de nos émotions sur la route. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois se rend au cinéma RGFM pour la projection du documentaire sur Impact, les personnes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral. Nous allons rencontrer Sylvain Labrec, chef de service mesures préventives à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu sur la Semaine nationale de la prévention incendie. Nous rencontrons Serge Gélina, le président du CA de l'organisme POSA Source des Monts, et pour parler du nouveau pavillon des jeunes filles à la maison Stéphane Fallu. Finalement, entrevue avec Stéphanie Gendron, directrice générale chez Loisirs et Sports Montérégie pour la campagne La Nature en tête. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition du Régional. Bonne émission! Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Les électeurs de Mont-Saint-Hilaire n'auront pas à se rendre aux urnes le 2 novembre prochain. Le maire Marc-André Guertin et toute son équipe du Parti Transition MSH ont été élus par acclamation. L'équipe, composée de David Morin, Gaston Meyer, Claude Rainville, Isabelle Thibault, Mélodie Gorget et Louis Tonnerre, amorce ainsi un deuxième mandat consécutif. Pour M. Tonnerre, il s'agit d'un retour en politique municipale après une pause de 4 ans. M. Guertin se dit très fier de cette équipe tissée serrée, où les talents se conjuguent dans le respect et l'enthousiasme, mais continue à déplorer l'absence de compétition électorale. Dans la région, plusieurs autres maires sortants ont également été réélus sans opposition, dont Normand Teasdale à Saint-Mathieu-de-Belleuil, Julie Lucier à Saint-Charles-sur-Richelieu, Alain Lavallée à Saint-Marc-sur-Richelieu et Pierre-Luc Archambault à Saint-Denis-sur-Richelieu. Au total, 32 conseillers dans 9 municipalités de la vallée du Richelieu ont aussi été élus par acclamation. Les électeurs de Saint-Basile-le-Grand, eux, seront appelés aux urnes le 2 novembre prochain pour choisir leur prochain maire et plusieurs membres du conseil municipal. Un nouveau candidat, Simon Bellemare, âgé dans la vingtaine, entre dans la course à la mairie. Il affrontera Kim Méthode, conseillère sortante du district 4, qui mène l'équipe Saint-Basile-le-Grand en mouvement, l'alliance Kim Méthode. Un premier siège est déjà réglé. Martin Leprohon a été réélu par acclamation dans le district 2. Dans 3 districts, des luttes serrées s'amorcent entre conseillers sortants et nouveaux venus. Dans le district 1, Laurie-Lynne Lallemand-Raymond tentera d'obtenir un second mandat face à Marie-Ève Ménard, une éducatrice spécialisée et autrice. Dans le district 3, Denis Vézina brigue un 3e mandat contre Philippe Guillot, un expert en habitation communautaire. Et dans le district 5, le vétéran Guy Lacroix, conseiller depuis 8 ans, sera opposé au comptable Dominique Riel. 2 nouveaux visages sont aussi assurés de faire leur entrée à l'Hôtel de Ville. Dans le district 4, Gabriel Pelletier et Jean-Philippe Chartier s'affrontent pour succéder à Kim Méthode. Et dans le district 6, Sylvain Landry, Eugène Jankowski et Sarah Saidi tenteront chacun de ravir le siège laissé vacant par Olivier Cameron-Chevrier. Bref, la campagne électorale s'amorce animée à Saint-Basile-le-Grand, où les électeurs auront plusieurs choix à faire le 2 novembre prochain. L'ancien directeur général de Saint-Jean-Baptiste, Martin Saint-Gelais, se lance officiellement dans la course à la mairie. Il affrontera son ancienne patronne, la mairesse sortante Marilyn Nadeau, lors des élections du 2 novembre. M. Saint-Gelais a dirigé la municipalité de 2018 à 2023 avant d'occuper la direction générale de Saint-Basile-le-Grand par intérim l'an dernier. Selon lui, la qualité des services municipaux se serait détériorée et plusieurs employés auraient quitté l'administration au cours de la dernière année.
Sur le plan politique, il entend aborder avec prudence le débat sur une possible sortie de la communauté métropolitaine de Montréal. Il croit qu'il faut plutôt miser sur un meilleur service de transport à la demande et sur les avantages des programmes régionaux de la CMM. Martin Saint-Gelais souhaite également mettre en valeur le territoire agricole de Saint-Jean-Baptiste et assurer sa pérennité. Il insiste, sa démarche n'est pas motivée par la rancune à la suite de son départ comme directeur général. Il dit vouloir travailler pour et avec les citoyens dans un esprit de respect et de transparence. De son côté, la mairesse sortante de Saint-Jean-Baptiste, Marilyn Nadeau, souhaite obtenir un 4e mandat à la tête de la municipalité. Élue pour la première fois à la mairie en 2013, après un mandat comme conseillère, Marilyn Nadeau a été la première femme à diriger Saint-Jean-Baptiste. Depuis, elle a été réélue 2 fois sans opposition. Pour le prochain mandat, le transport collectif demeure un enjeu majeur. La mairesse estime que le service demeure inéquitable pour sa population, qui contribue financièrement sans en bénéficier pleinement. Elle souhaite aussi développer la mobilité active en reliant les parcs municipaux afin de favoriser les bonnes habitudes de vie. Le développement durable, les énergies renouvelables et les logements sociaux figurent parmi ses priorités. Préférant une vision à long terme, Marilyn Nadeau dit vouloir poursuivre le travail amorcé comme préfète de la MRC de la vallée du Richelieu. Le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi numéro 1 intitulé la Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Aux côtés du député Mathieu Lévesque, le ministre a présenté ce texte comme un jalon majeur pour affirmer l'identité, la langue, la culture et les valeurs de la nation québécoise. Cette nouvelle Constitution québécoise vise 3 grands objectifs: protéger, renforcer et rassembler. D'abord, protéger les droits individuels et collectifs, y compris le droit à l'avortement et l'aide médicale à mourir, ainsi que les lois fondamentales et le territoire du Québec. Elle entend aussi renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes, le caractère distinct du Québec et son autonomie constitutionnelle, tout en rejetant les symboles de la monarchie. Le projet prévoit également la création d'un Conseil constitutionnel et souhaite accroître la présence du Québec sur la scène internationale. Le Bloc québécois presse Ottawa d'agir pour freiner la montée des chauffeurs à rabais dans l'industrie du camionnage. En conférence de presse à Varennes, le député Xavier Barsalou-Duval, porte-parole du parti en matière de transport, a présenté 10 demandes adressées au ministre fédéral Stephen McKinnon pour rétablir la sécurité sur les routes et protéger les travailleurs. Aux côtés des représentants de l'Association du camionnage du Québec, de la Fraternité des constables du contrôle routier et du mouvement AC-CTAC, il a dénoncé une pratique jugée dangereuse et frauduleuse, celle des conducteurs forcés de se déclarer travailleurs autonomes alors qu'ils roulent pour des entreprises qui contournent les lois. Ces chauffeurs à rabais, souvent mal formés et mal encadrés, conduisent parfois des véhicules mal entretenus, ce qui crée des risques majeurs pour la sécurité routière. Le Bloc réclame notamment l'interdiction pour les immigrants temporaires de travailler comme chauffeurs incorporés afin qu'ils soient plutôt employés salariés et mieux supervisés. Le parti veut aussi que les nouvelles entreprises de camionnage soient soumises à un audit automatique d'Emploi et de Développement social Canada et de l'Agence du revenu du Canada et que les employeurs soient tenus responsables des impôts payés ou impayés de leurs sous-traitants. Selon M. Barsalou-Duval, les décès impliquant des poids lourds ont bondi de 35 % au Québec entre 2023 et 2024, un sommet en plus de 15 ans. Il presse Ottawa de mettre en œuvre les 10 recommandations du Bloc avant qu'il n'y ait, dit-il, davantage de victimes sur nos routes. Des traces de glyphosate, un pesticide très utilisé en agriculture, ont été détectées dans l'eau potable de plusieurs villes du Québec, dont Belleuil. C'est ce que révèle un rapport de vigilance OGM publié le 6 octobre dernier. Les analyses montrent des concentrations variant de 2 à 2,5 microgrammes par litre, soit plus de 20 fois la norme européenne de qualité de l'eau potable. Cependant, cette eau respecte la norme québécoise fixée à 210 microgrammes par litre. Les 10 échantillons proviennent surtout de municipalités de la Montérégie, situées le long des rivières Richelieu et Yamaska. Les tests ont été réalisés à l'Université de Montréal sous la supervision du chimiste Sébastien Sauvé. Selon lui, la limite de détection québécoise trop élevée empêche de bien mesurer la présence réelle du produit.
Le glyphosate est l'ingrédient actif de plusieurs herbicides, dont le Roundup. Il représente près de la moitié des pesticides vendus au Québec, surtout dans la culture du maïs et du soja génétiquement modifiés. Pour Vigilance OGM, ces résultats soulèvent un problème de transparence et de rigueur dans la surveillance de l'eau potable. L'organisme réclame un renforcement des normes environnementales et une réduction à la source de l'usage des pesticides. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans la vallée du Richelieu. On accueille en studio Mme Dale Hanley, qui est fondatrice de WebArt. Bonjour, Mme Hanley. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui ne connaissent pas WebArt, pouvez-vous nous expliquer, là, ça vient de où ce projet-là, puis en quoi ça aide les gens? Oui, avec plaisir. D'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation. Alors, WebArt, c'est une entreprise que j'ai démarrée en 2015 qui offre des cours et des activités pour les aînés dans le confort de leur foyer par visioconférence. OK. Oui. OK. Donc là, vous invitez dans la maison des gens, vous les invitez qui se déplacent, puis là, vous êtes capable de les faire bouger, c'est ça? Oui. Puis là, en 2015, c'est assez précurseur, c'était avant la pandémie. Comment ça vous est venu, cette idée-là, puis que ça vous a été confirmé par après que vous étiez dans un bon filon? Oui. En fait, je voyais un besoin que les activités soient accessibles pour les aînés. Alors, j'ai eu l'idée, en pleine nuit, honnêtement, de faire ça par visioconférence dans le but d'atteindre le plus de personnes possible et de rendre ça accessible aussi financièrement, que ce soit autant pour l'aîné qui est à la maison ou pour les milieux d'hébergement qui puissent accéder à des cours, des activités en tant qu'outils complémentaires à leurs activités qui sont déjà présents en présentiel. Pourquoi c'est important de faire bouger les personnes aînées particulièrement? Ah, pourquoi c'est important? Bien, c'est important pour tout le monde de bouger, peu importe notre âge. On s'en va tous dans la même direction, hein, on le sait. Puis on veut y aller comme ça, justement. On ne veut pas y aller comme ça. Alors, c'est important de maintenir les capacités le plus longtemps possible. Et pour faire ça, bien, il faut faire bouger les aînés. Puis comment on fait bouger les aînés? J'imagine que c'est différent d'un cours là, qu'on peut donner dans un gym ou dans une salle de sport. En quoi c'est différent? C'est différent dans le sens, c'est sûr qu'il faut respecter les limites et les capacités de chacun. Je ne dirais pas spécifiquement un âge, parce qu'on peut avoir un aîné à 80 qui est un aîné élite, oui. Mais on peut en avoir un aussi à 65 ou 70 qui a besoin d'un reconditionnement. Alors, les cours que j'offre moi-même et l'équipe de WebArt, c'est tous des cours où on y va dans le respect des limites et capacités de chacun. Comment on fait pour concilier ces deux personnes-là, tu sais, l'aîné élite, puis l'autre qui se reconditionne dans le même cours? Oui, c'est possible? Oui, c'est possible. On donne des alternatives. Alors, exemple, si je veux croiser mes jambes comme les messieurs se croisent les jambes avec la cheville sur le genou opposé et tirer mon genou vers mon corps pour travailler l'arrière de la jambe ou la cuisse, bien, un autre aîné, je vais lui proposer de juste mettre sa cheville, exemple droite, sur le tibia gauche. Et on atteint le même but selon le niveau de capacité de cette personne-là. Alors, je donne toujours des alternatives et les autres professeurs WebArt aussi. Est-ce que vous offrez aussi des cours pour des personnes qui sont en mobilité réduite, là, par exemple, qui sont assis ou couchés? Est-ce que c'est possible pour eux aussi? Oui. En fait, je peux maintenant dire avec beaucoup de fierté que je fais bouger les aînés de tous les âges jusqu'à les aînés qui sont en position allongée. Tout récemment, en fait, c'est tout nouveau, c'est la semaine passée qu'un livre a été distribué parmi les milieux d'hébergement au Québec. C'est un projet en collaboration avec la FQLI, la Fédération québécoise du loisir en institution. Et j'ai fait un livre avec illustration et audio, avec 4 programmes d'exercices. Alors, au début de chaque programme, on peut, avec un code UR, avoir accès à ma voix qui a été enregistrée en studio, où j'amène la personne en position allongée dans une histoire ludique,
exemple, une journée à la plage ou une journée à la campagne. Et je les amène à faire des tâches qu'on retrouve dans ces histoires-là, comme à la plage, par exemple, gratter les doigts dans le sable. Alors, ils sont allongés. Évidemment, ce n'est pas du sable sous les mains, c'est les draps, mais aussi se tourner pour se mettre de la crème solaire. Alors, dans le but de maintenir les capacités, justement, de se tourner, attraper la ridelle pour que les préposés puissent faire leur travail. Alors, c'est dans le but, tous ces exercices-là étaient dans le but de maintenir les capacités des personnes allongées. Alors, on donne des cours pour tous les âges, jusqu'à les gens allongés. Oui, mais là, vous me parlez des scénarios comme ça à la plage. On dirait que c'est important pour vous qu'il y ait un côté aussi ludique ou stimulant. Est-ce que quel effet ça a sur l'humeur des gens de faire les cours avec vous? Ça fait toute la différence. Je vous dirais, avoir un petit côté ludique fait comprendre aussi comment faire l'exercice. Exemple, on va brasser de la soupe. Alors, je leur fais imaginer qu'ils ont une grosse marmite. Et puis, on va venir frotter les rebords de la marmite pour s'assurer que ça ne colle pas. Mais je sais qu'on est en train d'aller dans une grande amplitude pour faire une rotation du tronc, faire bouger l'articulation des hanches et tout ça. Alors, j'amène toujours un côté ludique, que ça soit pétrir du pain. Il y a toujours une façon pour comparer ça à nos tâches quotidiennes normaux, pour qu'ils réalisent qu'ils sont en train de maintenir leur capacité pour justement être capables de pétrir du pain. Alors, voilà. Comme la même chose pour votre cours anti-rouille, pour les gens. Moi, c'est le nom que j'aimais beaucoup. C'est quoi votre cours anti-rouille? Bien, le cours anti-rouille, c'est un cours que j'ai décidé de donner moi-même à partir du studio, dans le confort de chez nous, moi aussi. Alors, à tous les matins, pour une demi-heure, on démarre notre journée à dérouiller les articulations de la tête aux pieds, s'assurer qu'on a tout bougé dans le but de passer une meilleure journée. Alors, on se lève souvent avec des raideurs en vieillissant. Alors, de démarrer, de dérouiller nos articulations, c'est une bonne façon de commencer notre journée. Et aussi, ça peut être considéré même un bon échauffement pour faire une autre activité plus intense. Puis ça prend quel équipement technologique pour vous regarder faire ça? Est-ce que ça prend... Ça prend, je dirais que les aînés, et depuis la pandémie surtout, ils sont très tablettes. À mon plus grand plaisir, ils ont découvert la tablette et puis c'est facilement accessible avec une tablette ou avec un portable ou un ordinateur. Même un téléphone, mais l'écran est petit un peu. Alors, mais je dirais qu'il y en a plusieurs qui utilisent des tablettes. Et puis aussi, bien, parce que j'ai quand même une grande clientèle au niveau des milieux d'hébergement au Québec. Et puis, il y a certains milieux d'hébergement qui diffusent les cours de WebArt sur le canal interne. Alors, il y en a que c'est sur leur télévision carrément, à un poste spécifique et unique pour cette résidence-là. Vous êtes capable de rejoindre combien de personnes le matin, selon vous? C'est difficile à dire parce que un immeuble, un RPA, par exemple, une résidence pour aînés, peut avoir 400 portes, donc 400 personnes qui habitent là. Il y en a peut-être 200 qui font anti-rouille avec moi dans ce seul et unique RPA-là, mais j'en ai un peu partout dans le Québec. Alors, je pourrais deviner qu'il y a 3 000 à 4 000 personnes par jour qui font anti-rouille avec moi. Quand même, c'est un nombre assez impressionnant. Pour terminer, vous avez aussi une émission sur nos ondes. On découvre, on bouge au fil de l'eau. Rapidement, pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi, puis comment vous êtes surpris du succès de l'émission? Ah, ça, c'était une belle surprise dans ma vie. Je ne m'attendais jamais d'animer une émission télévisée. Et c'est une émission qui a été produite par TVA9, justement, en collaboration avec Desjardins, avec la merveilleuse idée de Mme Claudette Janotte de Desjardins, qui a eu l'idée de faire ce projet et puis qui m'a approchée pour l'animer. Et c'était un honneur pour moi d'animer cette émission. C'est quoi la particularité de l'émission? C'est 10 épisodes et puis on découvre, pour commencer, alors on découvre une ressource de la région et puis pour ensuite, on bouge avec Déa. Madame Manley, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Ce que vous faites, c'est inspirant là, de faire bouger les gens comme ça. J'invite tout le monde à aller voir le site webor.ca. Il y a des abonnements qui sont disponibles, il y a des cours qui sont disponibles. Il y en a pour tout le monde. Je souhaite encore un bon succès avec ça, puis encore plus d'émissions à venir avec nous. Bien, merci beaucoup.
Madame Vicky Gauthier est superviseure en chef du personnel enseignant chez Technique Rive-Sud. Bonjour, madame. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous. C'était récemment la semaine de la bonne conduite. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous faites une semaine pour essayer de sensibiliser les gens à ce niveau-là? Oui, bien, d'ailleurs, c'est notre deuxième année, car l'année passée, c'était le sujet de la courtoisie. Alors, avec justement des gens quand même reconnus dans le domaine pour essayer de sensibiliser le plus de gens possible. L'année passée, c'était M. Étienne Boulay, et cette année, justement, c'est un gagnant athlétique, M. Steven Dolessus, donc de son nom, excusez-moi, mais alors effectivement, on essaie de sensibiliser les gens au comportement parce qu'on sait que c'est important oui, bien conduire, mais bien se conduire également en arrière d'un volant. Tout le monde se souvient de ces cours de conduite quand on les fait. C'est une étape importante un peu du passage à la vie adulte quand on apprend à conduire. Parlez-nous des jeunes que vous rencontrez. Quel impact que vous avez sur eux? Bien, effectivement. On se souvient que 16 ans, c'est quand même notre clientèle cible, malgré qu'on en a de tous les âges. On a dans 20, 30, 40, 50 ans et plus. 70, 80, nouveaux arrivants, mais il reste que notre clientèle cible, ils ont quand même 16 ans. Puis 16 ans, bien, tu sais, on ne se le cachera pas que ce n'est pas un âge non plus qui est très agréable parce qu'on est déjà des fois trop jeune pour certaines choses, trop vieux pour d'autres choses. Mais il reste que rendu à cette étape-là, lorsqu'on atteint notre permis de conduire, bien, il y a plein de portes qui nous sont ouvertes à nous par la suite. Le fait de meilleur travail, déménager, pouvoir faire des sous. Alors, on a la chance de pouvoir contribuer à cet événement-là et justement de pouvoir les aider à accomplir puis d'avoir justement ce privilège de conduire. Ça apporte de la liberté. Comme j'ai dit, c'est une étape importante, mais là, il y a les règles de conduite. Et ça, c'est le savoir-faire, mais là, il y a aussi le savoir-être. C'est comment on se comporte sur la route. Comment vous êtes capable d'apporter ça aux personnes qui viennent vous voir? Bien, c'est sûr que, comme vous dites, le permis, c'est un privilège, c'est pas un droit acquis. Fait qu'automatiquement, on doit se qualifier. Fait qu'on doit se qualifier au niveau de la vue, de la connaissance, de l'habileté au volant. Alors, automatiquement, nous, les cours sont obligatoires depuis déjà 2010. Alors, on parle de 15 modules théoriques de 2 heures chacun, 15 sorties sur la route. Alors, on essaie de maximiser ce temps-là qu'on a avec eux pour faire en sorte d'avoir des conducteurs sécuritaires, coopératifs et responsables. Donc, on ne veut pas les préparer à réussir un examen. On veut les préparer vraiment à bien se conduire en arrière du volant en appliquant les règles à suivre, donc pour apprendre à cohabiter avec tous les usagers vulnérables auxquels on fait face également. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'agressivité sur la route en ce moment? Bien, je ne dirais pas qu'il y en a plus personnellement. C'est juste que on sait que ça va vite, on sait que les journées sont bien remplies, on va se le dire. Mais j'ai l'impression que les gens, lorsqu'ils choisissent d'être au volant, bien, il faut se questionner. Je suis apte à prendre le volant, moi, aujourd'hui? Tu sais, c'est la question à se poser, de se questionner sur, parce qu'on ne se le cachera pas, qu'on conduit toujours notre véhicule selon notre état d'âme. Fait que si vous êtes en retard, ça ira jamais assez vite pour vous en avant. On sait, le feu va être rouge, il va y avoir des gens qui vont nous ralentir pour X raisons. Mais si on s'y prend d'avance, le trajet est beaucoup plus facile et plus agréable. Alors, c'est de se questionner sur notre état avant de prendre la route, parce que c'est un choix que les gens font. S'ils décident de prendre place assis du côté passager, moins de responsabilité. Mais si vous décidez de prendre place au volant, il faut être là à 100 %. C'est des paroles très sages, hein? Ça peut s'appliquer à plusieurs choses. Avoir la conscience de comment on se sent quand on fait certaines activités. Ben oui, c'est important parce que c'est vrai, on conduit toujours notre véhicule selon notre état d'âme. Alors, si on est apte à prendre le volant ou non, c'est une responsabilité de chaque conducteur de se questionner avant de prendre place au volant. C'est une responsabilité. C'est applicable. Si on se chicane avec son conjoint, on peut se demander comment je me sens. C'est-tu le bon moment de parler de quelque chose? On stationne sur le bord, on prend une petite marche avant de reprendre le volant. C'est sûr, c'est ça qu'on va justement expliquer. Donc, avec nos étudiants, même chose pour l'émotion, l'agressivité au volant, toutes ces choses-là. Tu sais, il faut gérer ça. Est-ce que vous pensez que la technologie qu'il y a dans les véhicules ou qu'on peut avoir, ça a un impact sur la conduite aujourd'hui au Québec? C'est sûr que c'est agréable, on ne se le cachera pas. Ça nous amène quand même beaucoup d'agréments à travers tout ça. Malheureusement, il ne faut pas non plus se fier là-dessus à 100 %. Alors, c'est comme un exemple. Nous, on a plusieurs véhicules chez Technique qui ont des caméras de recul. Parfait, ça donne quand même une idée en arrière de ce qui se passe, mais ça ne couvre quand même pas l'angle mort. Fait que oui, on conseille quand même toujours aux gens de se tourner pour regarder dans la lunette arrière parce que l'angle mort, on ne la voit pas dans la caméra. Fait que les gens pourraient devenir justement un petit peu moins sensibles à l'anticipation parce qu'ils vont présumer que le véhicule va me corriger si jamais je bouge un petit peu de ma trajectoire. Il n'y a pas personne à mon angle mort, ça n'a pas...
ça l'a pas allumé dans le rétroviseur. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas se fier là-dessus à 100 mais on n'arrête pas le progrès. Mais il n'y a rien qui remplace quand même l'être humain. La vigilance. La vigilance, l'anticipation. Nous, on travaille fort sur la stratégie OEA. On observe, on évalue, on agit. Fait que c'est important, ça, de mettre ça partout lorsqu'on prend place au volant. Puis, ça va toujours nous garder une porte de sortie, que s'il arrive un événement devant nous, on va savoir comment réagir au lieu de par surprise, d'avoir aucune possibilité. Comme, pour suivre ce que vous dites, là, on a vu récemment au Québec beaucoup d'accidents liés avec des camions, le camionnage. Est-ce que ça fait partie de votre formation de sensibiliser les nouveaux conducteurs à ça ou c'est parce que c'est plus présent aujourd'hui? C'est automatique parce qu'on sait que sur la route, le partage de la route, je vais prendre l'expression qu'on dit que c'est toujours le plus fort qui protège le plus petit, le plus gros qui protège le plus petit. Alors, vu entre nous, justement, nous, en tant qu'automobilistes, on a la responsabilité de voir à la sécurité des usagers vulnérables. Donc, c'est tous ceux qui ont moins de biens de protection. Mais la grosse remorque, elle doit voir à toutes les petites maladresses des conducteurs également. Parce que nous, on va enseigner à nos élèves, comme un exemple le numéro 9 du module théorique, partage de la route, avec les gros camions, entre autres. Les angles morts, il ne faut pas se tenir dans l'angle mort des grosses remorques. Le temps de freinage est beaucoup plus élevé pour eux. Alors, si on ne voit pas son reflet dans le rétroviseur, bien, c'est parce qu'il ne nous voit pas, fait qu'on ne se tient pas dans ces endroits-là. Alors, il faut toujours, encore une fois, redoubler de prudence en présence de certains usagers. Mais plus tôt on est capable de reconnaître le risque, plus vite on est capable de l'éviter. C'est ça le but, dans le fond. Oui. C'est sûr que quand c'est des camions qu'eux font les accidents, là, à ce moment-là, ça devient plus compliqué. Il y a beaucoup de formations qui peut-être manquantes là-dedans, où vous pourriez jouer un grand rôle à aider les gens. On va le souhaiter, on va le souhaiter parce que c'est, comme on disait tantôt, même chose avec les remorques. On doit être qualifié pour conduire ces genres de véhicules-là. Avec raison, c'est toute une responsabilité, surtout ceux qui transportent des matières dangereuses, peu importe. On se comprend que c'est une grosse responsabilité. Ici, à Montérégie, il y a beaucoup de routes secondaires. Est-ce que selon vous, c'est un facteur qui peut amener plus d'accidents ou plus de problèmes quand on vit dans une région comme ici? Bien, écoutez, honnêtement, moi, j'ai l'impression que le conducteur se doit d'être conscient dans l'environnement dans lequel il se trouve. Si on est dans des typiques chemins de campagne, on a certains défis qu'on doit faire face. On est en milieu Montréal, centre-ville, il y a d'autres sortes de défis. On est dans les zones scolaires, on est dans les quartiers résidentiels, c'est un milieu de vie. Fait qu'il faut que la personne se questionne justement sur l'environnement dans lequel il circule présentement pour faire face à ces conditions-là. Parce qu'on sait que oui, présentement, les animaux, les chevreuils, que ce soit les VTT, les motoneiges, vont traverser les routes, les vents forts, la poudrerie. Il y a quand même des enjeux que le conducteur doit faire face selon l'environnement dans lequel il va circuler. Fait que c'est à prendre en considération. Là, on sait que, bon, la luminosité baisse de jour en jour. On s'en va vers l'hiver. Fait que c'est sûr que c'est de la prévention. Mme Gauthier, c'était vraiment agréable de vous recevoir. On peut retenir de votre entrevue que ça prend beaucoup d'auto-réflexion pour pallier aux problèmes qu'on peut avoir sur la route, puis on peut extrapoler ça à plusieurs autres secteur de notre vie, j'en suis sûr. Je rappelle, vous êtes superviseur en chef du personnel enseignement chez Technique. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, je souhaite à vos élèves, là, je pense qu'ils sont bien entre bonnes mains avec vous. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Puis c'est sûr que moi, si j'ai un conseil à rappeler aux gens, ce qui est important, parce qu'on entend ça souvent, « Ah, il faut conduire pour les autres, il faut conduire pour les autres. » Mais j'aime ça rappeler qu'il ne faut pas oublier qu'on est toutes les autres des autres. Alors, notre conduite, ça nous concerne, on ne veut pas. Chaque personne est concernée là-dedans. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame Lavoie, on est au cinéma de Belleuil, le RGFM Belleuil. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'association et quelle est cette association? Bien, aujourd'hui, au cinéma de Belleuil, s'est présenté le documentaire Impact, se reconstruire après un traumatisme crânien. Moi, je m'appelle Christine Lavoie, je suis dans le documentaire. Je viens de la région ici. J'ai eu mon accident en 98. J'allais à Ozias-le-Duc à cette époque-là. Puis moi, à cette heure, je fais partie de l'association de la Mauricie du Centre du Québec, l'association des traumatisés crâniens là-bas. Puis c'est ça, aujourd'hui, bien, c'est la grande première du documentaire Impact pour sensibiliser la population au traumatisme crânien puis à la vie qui s'ensuit avec les séquelles.
Et comment vous avez accepté, pourquoi avoir accepté l'invitation de participer à ce documentaire-là et comment ça s'est passé pour réaliser le documentaire? Bien, on devait, chaque association avait reçu des informations par Connexion TCC, puis ceux qui voulaient offrir leur candidature, pouvaient. Puis moi, j'avais parlé en Zoom avec quelqu'un de Connexion TCC comme une entrevue pour voir comme le niveau du dialogue puis tout ça. Puis là, ben ils ont trouvé ça intéressant parce que vu que moi j'ai eu un enfant après mon accident, puis que j'ai une vie de famille puis tout ça, puis tout ce qui s'en suivi avec l'association, qu'il y a eu un programme Parents TCC, puis tout ça qui s'est créé avec ça, puis pour l'aide pour les enfants, puis tout ça, qu'est-ce qui s'était pas vu avant. Fait que ça s'est né avec mon enfant à l'association, fait que ça, c'est le fun aussi. Puis mon garçon, Raphaël, il est dans le documentaire aussi. Lui, il parle au nom des enfants de personnes traumatisées crâniennes. C'est quoi vivre avec un parent traumatisé crânien? Lui, il m'a toujours connu comme ça, Raphaël. Fait que pour lui, je suis normale, mais un peu folle, comme il dit. Donc, ce documentaire-là permet d'enlever des préjugés aussi au sujet des traumatisés crânio-cérébraux. Oui, parce que, tu sais, il n'y a pas deux traumatisés crâniens qui sont pareils. Tu sais, ça paraît pas, là. Tu sais, c'est pas écrit dans nos faces, on le dit bien, c'est un handicap invisible. Tu sais, il y en a qui ont des séquelles physiques plus importantes. Moi, j'en ai pas, je suis chanceuse pour ça. Mais en même temps, des fois, le monde ne comprenne pas pourquoi des fois je lâche des whacks ou que je pogne les nerfs vite. Mais, tu sais, fait que des fois, c'est d'en parler le plus possible pour que le monde soit au courant. Tu sais, puis à un moment donné, ben là, on vient qu'à s'en foutre du regard des autres, des choses comme ça. Des fois, on invente des histoires pour faire passer ça, puis on en rit bien gros. Fait que... Le documentaire prend toute son importance de nos jours d'expliquer mieux ce problème-là. Pour votre part, comment est survenu votre traumatisme? Bien, moi, c'était à mon bal de graduation. En revenant du bal, bien, ils disent que j'ai une roue qui a dévié de ma voie, puis j'ai donné un coup de roue, puis il y a une auto qui s'en venait, puis elle m'a foncé comme dedans sur le côté. Fait que j'ai eu un traumatisme crânien sévère. J'ai été hospitalisée à Charlemagne pendant, je pense, 3 mois. Puis après ça, vu que j'avais 17 ans, j'étais à Marie-Enfant à Montréal pour ma réadaptation jusqu'à temps que j'aie mes 18 ans. Après ça, je suis allée aux adultes. Là. J'ai eu de la thérapie, grosso modo, pendant 5 ans à peu près. Là. Comme pour dire que là, je suis plus remis, là, tu sais. Mais moi, j'ai fait mes études après mon accident en éducation spécialisée. Je l'ai faite en 5 ans et demi, je pense. Je l'ai réussi, mais j'avais beaucoup d'aide aussi au cégep. Puis après, j'ai essayé de travailler, mais ça, tu sais, j'ai essayé. Mais il a fallu que je frappe mes murs pour me rendre compte par moi-même que je pouvais pas livrer la marchandise, comme on dit. C'est aussi à ça que ça sert, l'association, d'expliquer aux gens et aux professionnels de la santé les enjeux et les limitations qui viennent, comme vous dites, d'une personne à l'autre, c'est pas les mêmes limitations. Non. Tu sais, moi, j'ai quand même beaucoup de fatigue. Tu sais, souvent, ben là, comme là, après-midi, après, je vais être dû faire une bonne sieste, là. Sinon, je ne serai pas du monde à soir. Parce que souvent, je fais des siestes l'après-midi pour pouvoir finir ma journée, vu que mon gars revient de l'école, puis tout. Fait que pour être là pour lui aussi, là, tu sais. Puis pas être suffocant, là. Fait que c'est ça, mais j'ai aussi des problèmes d'attention, de concentration, mes émotions aussi qui font beaucoup, là, tu sais. Mais ça, je prends de la médication justement pour m'aider à stabiliser mes humeurs pour pas que j'aille trop des pics, là. Mais, tu sais, la médication, ça fait depuis à peu près... Tu sais, mon accident, c'est en 98, mais que j'accepte d'en prendre en continu, c'est depuis à peu près 2017, là. Parce qu'avant, j'acceptais pas de prendre des médicaments parce que je voulais être comme tout le monde, là, tu sais, j'acceptais pas. Puis c'est à force de me dire, mes intervenants, regarde, c'est pas parce que, tu sais, c'est que ton cerveau, il produit pas assez de telle chose. Fait que ton cerveau, il en a besoin pour t'aider à fonctionner. Puis là, ils m'ont fait comprendre ça, puis là, j'ai accepté d'en prendre en continu. Est-ce que l'association peut aussi aider les gens à travers la médication ou dans les tâches de la vie de tous les jours? Qu'est-ce que l'association vous permet d'accomplir? Bien, moi, avec l'association à Trois-Rivières, là, c'est ma deuxième famille, là, parce que, tu
tu sais, je peux voir les intervenants, puis tu sais, j'ai des intervenants qui sont déjà venus à la maison, qui aident à faire au niveau des horaires, au niveau de la gestion du temps, la gestion des... Tu sais, puis on apprend toutes les choses. Il y a des ateliers pour la gestion de la colère, pour la socialisation. On fait de l'impro aussi, ça, c'est le fun. Tu sais, puis il y a plein de sortes d'activités aussi. Il y a du hockey, il y en a... Tu sais, plein d'activités pour tous les genres, tu sais, puis sinon on joue aux cartes, on joue, tu sais, c'est surtout pour socialiser qu'elle est là, l'association, parce que souvent, la plupart des traumatisés crâniens, bien, on est inapte à l'emploi, fait que pour socialiser, bien, dans la semaine, tu sais, dans les autres places, bien, c'est des centres de loisirs, bien, c'est des personnes âgées dans le jour, hein, tu sais, fait que t'as pas, tu sais, pour trouver des personnes du même âge, tout ça, c'est pour l'estime, tout ça, bien, l'association sert à ça aussi, surtout pour nous sortir de notre chez nous, pour pas qu'on finisse au bout d'une corde, là, tu sais. Mais non, mais tu sais, vraiment, pour briser l'isolement, ça, c'est la plus grande force de l'association, là, je te dis. Briser l'isolement tout en permettant de s'accomplir, mais aussi de conserver vos acquis. Donc, développer les acquis et les conserver. Oui, de conserver puis de préserver. Puis on devient tous entraidants, tu sais, entre nous autres. Tu sais, moi, j'accompagne des personnes. Il y a une cocotte à mon association que on va au restaurant toutes les semaines, ça fait 15 ans de tout ça quasiment, là, puis c'est ancré dans elle, puis tout ça, puis ses parents, ils m'aiment beaucoup parce que, tu sais, c'est comme ma petite sœur, là, tu sais, puis il y a d'autres personnes, tu sais, on s'entraide tout entre nous autres. Le volet jumelage entre pères aidants. Même ça vient naturel, tu sais, on crée des liens plus avec certains qu'avec d'autres, mais j'aime vraiment ça. Donc, on invite les populations à se connecter, à aller voir ce documentaire. Oui, puis se renseigner, là, sur les associations, puis vous pouvez faire des dons aussi, ça aide beaucoup. Évidemment. Merci beaucoup, Madame Lavoie. Merci à vous. Bonne journée. On se trouve présentement à la caserne 31 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Je suis avec Marie-Ève Leduc et William Kling, qui sont tous deux préventionnistes. Bonjour. Bonjour. C'était la semaine de la prévention incendie la semaine dernière, au début octobre. Quel était le message principal qu'on voulait rappeler aux gens à la maison? Bien, dans le fond, c'était principalement parler de l'avertisseur de fumée. Okay. Dans le fond, à chaque année, c'est quand même un sujet qui est assez d'actualité, là, dans le fond. Puis c'est dans le fond, c'est qu'on puisse, là, que l'avertisseur soit toujours fonctionnel puis être en mesure de, si jamais il y a un incendie dans notre résidence ou quoi que ce soit, bien qu'on puisse l'entendre, là, puis qu'on puisse se réveiller. Ouais. Madame Leduc, quelle sorte d'avertisseurs on peut se procurer, là, puis quels qui sont meilleurs que les autres? C'est des avertisseurs de fumée. Un nouveau modèle qui existe depuis peu, c'est un avertisseur de fumée parce qu'il faut savoir qu'il faut changer idéalement les piles 2 fois par année au changement d'heure. Mais maintenant, il existe des avertisseurs avec des piles intégrées, avec des piles 10 ans. Fait qu'à ce moment-là, l'avertisseur en tant que tel, lui, dure 10 ans, avec une pile 10 ans. Donc, on n'a pas besoin de s'en soucier. On met l'avertisseur, puis il est bon pour 10 ans. La pile est bonne pour 10 ans. Fait que ça, c'est un modèle qui est très avantageux. Parce que, justement, on n'a plus à se soucier du changement de batterie aux 6 mois. Pour ceux qui ont un avertisseur qui est branché directement là, sur une source de courant, est-ce qu'il faut aussi faire une modification quelconque à ce temps-ci de l'année? Bien, on a l'avertisseur qui est interrelié ou branché électriquement, mais on a toujours une batterie qui est intégrée aussi. Fait à tous les 6 mois, il faut quand même changer la batterie pour garder un certain roulement là, pour être sûr que l'avertisseur là, il fonctionne adéquatement. Si on est locataire, est-ce que c'est à nous de changer l'avertisseur ou les propriétaires aussi doivent le faire? Est-ce que vous savez la réponse? Moi, je suis moi-même propriétaire de logement, donc je peux répondre là-dessus. Le devoir du propriétaire d'un immeuble, c'est de fournir un avertisseur de fumée fonctionnel au moment où le locataire arrive. Mais après ça, c'est le devoir du locataire de changer la pile aux 6 mois ou quand elle est défectueuse. Okay. Alors, si on a un bail d'1 an, alors une fois dans l'année? OK. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des avertisseurs qu'on peut se procurer qui ont une différence? Là? Il y a une différence entre un avertisseur puis un détecteur. Quelle est la différence entre les deux? Je dirais que l'avertisseur de fumée, c'est qu'il avertit localement, donc vraiment à l'endroit où il est situé pour les gens environnants. Fait que souvent, dans les maisons, c'est ce qu'on va retrouver. Mais un détecteur envoie un signal au panneau d'alarme qui envoie un signal partout dans le bâtiment. Là. Souvent, ça va être relié à des cloches qui vont sonner partout dans le bâtiment. Fait que souvent, on va retrouver ça dans des immeubles à condos ou dans des immeubles appartements où il y a beaucoup d'appartements. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens là, qui
qui font pas vraiment attention à ça. Là. Est-ce que ça sauve vraiment des vies à chaque année, les détecteurs d'incendie? Oui, un avertisseur de fumée sauve des vies à chaque année. Fait que c'est quand même important, là, toujours changer la batterie, être quand même assidu là-dessus. Là, comme ça, on est sûr que quand on va en avoir besoin, bien, il va être présent. Puis, Fonctionnel. exact. Monsieur Klein, Madame Leduc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes préventionniste à la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment émue par tous ces beaux mots-là. Moi, je me lève le matin, puis je fais mon travail. Vous me faites réaliser à quel point ce travail-là est apprécié, puis ça fait du bien, parce qu'on travaille vraiment fort. J'ai une équipe incroyable. J'aimerais ça que vous veniez, tous mes employés, venez ici à la maison. Tous ici. Viens. Élodie a fait une expérience d'emploi avec nous qui est merveilleuse. Anthony a déjà fait une expérience d'emploi avec nous. Elle est merveilleuse aussi. Donc, j'ai toute ma gang qui est là, qui est à droite, à gauche. J'ai reçu vraiment beaucoup d'amour de tout le monde, mais je pense qu'eux aussi, ils ont le droit à une partie de cet amour-là parce que pour vrai, les 3 dernières semaines ont été incroyables. Ça rentre à 2 heures avant le punch, puis ça repart 2 heures après le punch pour être sûr que la maison soit prête. Puis vous avez été là jusqu'au bout, vraiment jusqu'à la dernière seconde. Merci beaucoup d'être là. Merci. Je suis en compagnie du président du conseil d'administration de POSA Sources-des-Monts, M. Serge Gélina. M. Gélina, vous devez avoir le sentiment du travail accompli aujourd'hui. J'ai le sentiment d'une étape de franchie parce que c'est toujours un dossier qui est en évolution. Quand tu décides d'arrêter et de dire que c'est le final, non, ça devient une routine, mais pour nous, c'est une étape de pouvoir doter de Maison des filles. On a des projets, on a des idées pour l'avenir avec toutes, POSA, Fallu, Bolduc, mais pour le moment, on est très, très fiers de l'étape là, qu'on vient de franchir aujourd'hui. Quand Sandra Bolduc a mentionné au conseil d'administration de POSA Sources-des-Monts qu'elle avait un projet d'agrandir la maison Stéphane Fallu, comment vous avez réagi? Ça allait de soi. Ça allait de soi que si on offrait un service pour les jeunes de la DPJ pour pouvoir les assister, la prochaine étape, c'était vraiment de faire le même travail, mais pour les filles. Fait que c'était pour nous très, très important, justement, de montrer une continuité puis de lui donner une identité aussi. Ça, c'était également important de montrer que les filles ont un endroit à part entière, si on veut. Vous avez parlé de la communauté. Évidemment, un projet comme celui-là doit être épaulé, aidé par la communauté. Absolument. Je veux dire, la communauté, à tous les niveaux de la communauté, ça doit être là, présent pour appuyer un projet de cette envergure-là. Il y a une fierté là, dans une communauté à vouloir travailler à ce que nos jeunes se trouvent un avenir. Il y a une fierté dans une ville de dire on est là pour aider les jeunes à devenir des adultes avec le passé qu'ils ont vécu. C'est une fierté. On ne devrait pas aller se rendre, aller cogner aux portes pour aller chercher de l'appui. Ça devrait être instantané parce que ça devient une fierté locale, bien sûr. Du rayonnement qu'on donne en plus localement, mais régionalement et même au niveau provincial. On l'a vu ce matin par la présence des gens de cette île. Le projet est rendu là. Donc, localement, tu as une fierté de dire c'est chez nous que ça a commencé, ça. Fait qu'il faut qu'il y ait une fierté en quelque part. On a enfin un espace bienveillant et sécuritaire pour nos jeunes. Vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir contribué de près ou de loin à la création de ce pavillon. Je vous en suis profondément reconnaissante. Je veux également souligner l'apport essentiel de nos précieux partenaires et donateurs. Aujourd'hui, nous avons la chance de célébrer non seulement l'inauguration du pavillon, mais aussi le 25e anniversaire de POSA. C'est une grande fierté de voir autant de personnes rassemblées, vous êtes vraiment beaucoup, au-delà des allégeances politiques, des territoires et des enveloppes budgétaires, unis pour une même conviction, offrir aux jeunes un avenir meilleur. Merci, mon amoureux Philippe Vaillancourt, qui est là depuis le jour 1. Je suis en compagnie de Philippe Vaillancourt, qui était là au tout début de la maison Stéphane Fallu, même avant qu'elle soit créée. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un projet aujourd'hui qui
qui complète la maison Stéphane Fallu. Vous étiez là dès le début. Parlez-nous de l'évolution de tout ça. Oui, bien, j'étais là depuis le début. J'ai été engagé par Sandra Bolduc, justement, pour monter le projet de la maison Stéphane Fallu. Sandra trouvait qu'avec mes expériences du passé, la consommation, la prison, la criminalité, tout ça, maintenant, ça fait 9 ans que je suis abstinent, mais quand elle m'a engagé, ça en faisait 5. Et puis, on a monté ce projet-là, on a fait ça en 11 mois. On a travaillé fort. Puis maintenant, je suis plus ici, mais l'équipe de POSA a continué à travailler fort pour ce que vous voyez en arrière de nous, bien, la maison Stéphane Fallu pour les filles. Donc, c'était l'objectif, mais on voulait juste prendre un petit peu de temps pour bien roder le côté des gars, puis après ça, de faire le côté des filles. Puis aujourd'hui, ça a vu le jour, c'est incroyable. Vous êtes par contre toujours responsable du projet J'ai faim à tous les jours. Parlez-nous de ce projet. J'ai faim à tous les jours. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que les écoles de Chambly et de Carignan, l'année passée, on a remis 3600 repas dans les écoles le midi à des élèves que malheureusement... ils n'ont pas la chance d'avoir un dîner à tous les jours. Donc, moi, je fais des levées de fonds, je ramasse de l'argent et puis on paye le service de traiteur à ces jeunes-là. Alors, évidemment, un projet comme la maison Stéphane Fallu puis le nouveau pavillon Sandra Bolduc, il faut les payer, ça prend quand même beaucoup d'argent. Je pense que vous êtes très impliqué au niveau des activités de collecte de fonds. Bien, j'en suis le responsable pour la maison Stéphane Fallu et POSA. Donc, je fais de ma nouvelle carrière de producteur d'événements, producteur de spectacles, chaque événement que je fais. Quand vous voyez COVOP, ma compagnie, c'est COVOP, Q-O-V-O-P, qui veut dire quand on veut, on peut. C'est ça que ça veut dire, COVOP. Et puis, on donne toujours 3 $ par billet vendu à la maison Stéphane Fallu ou à POSA. Donc, si jamais il y en a qui veulent faire des levées de fonds, organiser des spectacles, quoi que ce soit, pour ramasser des sous pour la maison Fallu, bien, moi, je suis là. Je me rends disponible. Puis quand c'est pour la maison Fallu, bien, je le fais gratuitement. Philippe Vaillancourt, merci de votre implication. Bien, ça me fait plaisir. Merci d'être là. Le pavillon Sandra Bolduc accueillera des jeunes femmes quittant les services de la protection de la jeunesse à 18 ans. Ce projet a demandé énormément de travail, d'énergie, de joie, mais aussi son lot de défis et d'imprévus. Après avoir fait une partie de la toiture, amélioré l'isolation, réparé le drain français du côté des garçons, nous sommes enfin prêts à recevoir de nouvelles résidents. Ça, c'est important. Pourquoi avoir nommé ce pavillon Sandra Bolduc? C'est en fait une idée de Serge Gélina et du conseil d'administration qui souhaitait inspirer les jeunes femmes en mettant de l'avant un parcours de résilience. Plusieurs savaient d'où je viens, que malgré les épreuves de la vie, je n'ai jamais baissé les bras. J'ai poursuivi mes études. J'y suis encore étudiante aujourd'hui à l'Université de Sherbrooke. Je vais finir par arrêter un jour, mais j'aime ça. Et j'ai choisi de rester debout, d'avancer, même dans la tempête. Je dois avouer que je n'ai jamais été très à l'aise avec les honneurs. C'est pour ça que j'ai mon texte. Habituellement, je n'ai jamais de papier, mais là, Bon. Mais j'accepte ce geste avec humilité et surtout, je souhaite le partager. Ça, c'est important. Il y a Ainsi soit-elle qui est ici, qui m'inspire beaucoup avec ça. Là. Je vois la maison Simone Monet-Chartrand aussi. Là. Je souhaite le partager avec toutes les femmes qui, chaque jour, dirigent des organismes communautaires, ici comme ailleurs, et qui donnent sans compter en aidant leurs prochains. Trop souvent, elles doivent trouver des solutions miracles à la dernière seconde, motiver leur équipe malgré les ressources limitées, tout en portant elles-mêmes le lourd fardeau. Leur travail est inestimable et mérite d'être reconnu de leur vivant et non après leur départ. Merci d'exister. Vous êtes tous merveilleuses. Puis je pense qu'on peut les applaudir. Ce pavillon est magnifique grâce au talent d'architecture bacchanalée, de construction idéale ERC, d'ameublement Tanguay et grâce au travail acharné de nos bénévoles et employés. Je tenais à offrir aux jeunes un milieu chaleureux et inspirant. Pourquoi devraient-ils se contenter de meubles usés et de matelas inconfortables? Ici, nous les accueillons avec dignité pour leur donner espoir et leur permettre de rêver un avenir meilleur. Je suis fière d'avoir mis mes lunettes roses dans ce projet. On me dit souvent que j'ai des lunettes roses. Là. Ben, j'en suis fière puis je vais les garder en passant. Et encore plus fière de voir que ce pavillon n'est pas une institution froide, mais une maison remplie de chaleur humaine. Merci à tous d'avoir cru en ce projet et surtout d'avoir cru en ces jeunes. Désormais, c'est à elles de croire en elles-mêmes. On a une de ces jeunes filles-là, la première jeune fille qui va rentrer dans la maison. Je ne la pointerai pas aujourd'hui. Elle n'a pas besoin de ça, mais elle est avec nous. Puis j'ai dit bienvenue chez toi. Bienvenue.
Stéphanie Gendron est directrice générale adjointe chez Loisirs et Sports Montérégie. Bonjour, Mme Gendron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Vous avez une nouvelle campagne qui s'appelle « La nature en tête ». Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi cette campagne-là et d'où ça vient? L'objectif de cette campagne-là, c'est de promouvoir les bienfaits de la nature sur la santé mentale auprès de la population adulte. Donc, ça s'inscrit, c'est un travail qui a été fait avec la collaboration de la Direction de santé publique de la Montérégie. Donc, on a été approché l'année dernière pour développer cette campagne de sensibilisation-là. Puis ça, c'est grâce à un soutien financier qui provient de la Stratégie nationale de prévention du suicide. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet, puis on travaille beaucoup sur le développement de contenu numérique qui va nous permettre d'amener les gens à sortir davantage à l'extérieur. OK. Donc, l'objectif, c'est de prendre les gens qui sont sur les tablettes ou sur les téléphones, puis leur faire voir à quel point ils peuvent avoir des bénéfices à sortir à l'extérieur. On parle de quel genre de bénéfices lorsqu'on passe du temps à l'extérieur, Mme Gendron? Il y a plusieurs bénéfices. En fait, c'est sûr qu'on va voir une diminution du risque d'anxiété, de dépression. Il va y avoir aussi une amélioration du sentiment de bien-être aussi. Donc, c'est sûr que les bienfaits ils vont se faire ressentir auprès de la population en général, donc monsieur, madame, tout le monde, qui soit déjà atteint d'un certain trouble ou non. OK. C'est dur à quantifier quand même. Est-ce qu'on a besoin absolument de quantifier les bénéfices que ça peut apporter ou est-ce que les gens comprennent naturellement que c'est bien d'être dehors? En fait, les gens, en moyenne, le savent, que l'activité physique, profiter de l'extérieur, ça a des bienfaits. Effectivement, c'est difficile à quantifier, mais c'est sûr qu'on voit qu'un 20 minutes à l'extérieur va déjà avoir des bienfaits auprès du bien-être dans la population. Donc, on va encourager les gens à sortir minimalement des 20 minutes, profiter des petites pauses, puis c'est ça. Essayez-le chez vous. Vous nous regardez en parler, essayez-le. Vous allez voir que ça fait du bien. Est-ce qu'il y a un temps que vous recommandez, là, parce que c'est sûr qu'on peut être 10 heures dehors. Est-ce qu'il y a un temps minimum où là, on commence à vraiment voir les bénéfices? C'est sûr que chaque minute compte. Donc, le plus de temps qu'on va passer à l'extérieur, le mieux le plus on va les rechercher de bienfaits. Mais c'est ça, on parle de 20 minutes là, pour aller ressentir vraiment un certain bien-être chez une personne. Mais on va viser peut-être 2 heures par semaine. Donc, mais on revient toujours à le plus qu'on va passer de temps à l'extérieur, le mieux ça va être. Hein? On va vous montrer vous avez fait une capsule qui est disponible maintenant. On va aller écouter un petit extrait de la capsule, si vous le voulez bien. Alors, Mme Gendron, les capsules qu'on vient de voir, il va en avoir combien que vous allez produire là, pour la campagne? En fait, on en a une par saison qui est prévue. Donc là, on a déjà diffusé celle d'automne parce qu'on a fait le lancement le 10 octobre en même temps que la Journée mondiale de la santé mentale. Hein. Mais il va y avoir une capsule pour chacune des saisons qui va venir. Hein. Puis, il faut dire qu'il y a beaucoup de réflexion en arrière de ces capsules-là parce qu'on veut inspirer une émotion dans ces capsules-là. Donc, on veut que les gens, une fois qu'ils ont vu la vidéo, aient envie d'aller à l'extérieur. Hein. Et on veut démontrer que c'est accessible. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs espaces qui sont démontrés dans ces vidéos-là. Donc, on va avoir des parcs qui sont un petit peu plus en immersion. Donc, je parle des lacs avec des arbres autour. Mais on va avoir aussi des parcs plus de proximité. Donc, quand je dis de proximité, c'est des parcs qui sont dans un quartier résidentiel où il va y avoir plus d'arbres, donc plus de verdure. Hein. Donc, on veut démontrer l'accessibilité du plein air auprès de la population. Parler d'émotions dans les capsules, comment vous pensez transférer cette émotion-là? Puis quel genre d'émotion vous avez discuté ou vous souhaitez transmettre aux gens? C'est vraiment l'émotion principale, c'est le bien-être. Donc, vous allez voir encore une fois là, dans les vidéos, là, bien, vous l'avez vu.
il va y avoir des personnes qui vont tout simplement faire de la lecture à l'extérieur, qui vont profiter du vent sur leur visage, le soleil qui réchauffe, le bruit des feuilles. Donc, c'est tous ces petits éléments-là, simples de la nature, qui nous permettent de nous recentrer et qui vont nous amener là, à ressentir les bienfaits. Là. Vous avez aussi d'autres projets chez Loisirs et Sports Montérégie. Vous avez aussi le programme Circonflexe, qui est un peu complémentaire à cette campagne-là. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi? Oui, en fait, le programme Circonflexe, c'est un programme de prêt à bouger. Donc, c'est plusieurs points de service qui sont déployés en Montérégie où c'est du prêt de matériel de plein air, d'activité physique qui est gratuit à la population. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui souhaite aller profiter de l'extérieur, mais qui n'a pas nécessairement de l'équipement pour, peut aller dans un point de service puis aller faire un prêt d'équipement là, gratuitement. Puis on parle dans certains points de service que ça va être des plus gros équipements. Je donne par exemple des planches à pagaie, des kayaks. Puis dans d'autres points de service, ça va être plus du petit équipement comme des raquettes ou des ballons. Mais c'est un incitatif pour encourager les gens à sortir à l'extérieur, effectivement. C'est sûr. Et vous avez aussi, pour terminer, la route bleue. Oui. La route bleue, c'est une carte, en fait, où on va pouvoir retrouver tous les parcours pagayables là, sur le territoire de la Montérégie, où on va pouvoir avoir plus d'informations sur les points de mise à l'eau, les points où il y a les toilettes, les points où les distances entre chacun des parcours. Donc, ça permet aux gens qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller sur les points d'eau de la Montérégie de savoir un peu là, par où commencer. Donc, c'est vraiment intéressant pour les gens qui commencent. Oui. Je rappelle à la maison peut avoir plus d'informations sur votre site internet plaisirpleinair.ca, plaisir avec un S. Madame Gendron, je rappelle, vous êtes directrice générale adjointe chez Loisirs et Sports Montérégie. Merci beaucoup d'avoir été là. Et vous, arrêtez d'écouter la télé, là, puis sortez dehors. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9 pour obtenir toute l'information. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Régional.